Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez? Vous devrez avoir un petit chat sur votre droite pour confirmer que vous nous entendez. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, bonjour à tous. On est très heureux de vous présenter du coup les feedbacks de la NRF, salon du retail qu'on va présenter dans quelques instants. Donc, je suis accompagné de Pierre-Éric Beneteau. Je te laisse te présenter, Pierre-Éric. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis partenaire chez Converteo et je travaille sur des sujets IA et retail. Voilà, et de mon côté, Thomas Fèvre-Dubois, donc je suis un des deux cofondateurs de Converteo et je m'occupe actuellement du développement de Converteo en Amérique du Nord. Donc je suis actuellement basé à Toronto. Il est 8 heures du matin et moins 14 degrés pour moi, donc température nord des États-Unis, enfin température canadienne. Rapidement, Converteo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va présenter très rapidement cabinet de conseil en data IA. Vous nous connaissez certainement sur tous les projets de stratégie, de mesure et d'optimisation, sur tous les sujets e-commerce, digitaux, omnicanal. Et évidemment, depuis plusieurs années, on travaille sur des projets IA et agentique. Et le webinaire sera l'occasion de parler un petit peu évidemment de ce qui se passe sur le marché et des nouveautés qui sont très importantes qui ont été partagées à la NRF. Alors la NRF, pour ceux qui ne connaissent pas ce salon, c'est le grand salon du retail mondial qui se déroule tout début janvier à New York chaque année. Donc la NRF, c'est la FEVAD en puissance 1000, puisque c'est un salon de 40 000 personnes. Et la plupart des grands dirigeants du retail mondiaux vont à la NRF pour échanger avec les prestataires et les fournisseurs. Et c'est un salon sur lequel tous les acteurs aujourd'hui de la tech, qu'on parle de Google, qu'on parle de Salesforce, qu'on parle de Microsoft et d'OpenAI, investissent de manière massive, au-delà des prestataires bien sûr connus du retail qui travaillent sur des problématiques magasins ou des problématiques d'entrepôt. Donc c'est un salon qui devient chaque année de plus en plus tech. Pendant 3 jours de conférence, donc on a eu le plaisir d'y être présent avec une petite délégation. On y a même exposé sur le salon de la NRF et on a assisté à de nombreuses conférences dont on va vous débriefer les différents retours. Globalement, ce qu'on peut dire, et peut-être avant de démarrer, on a une séance de Q&A, bien sûr, à la fin. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. On y répondra à la fin, on n'y répondra pas dans le cours de la présentation. Et tout ce qui est partagé ici, en tout cas, la vidéo sera partagée à vous tous en fin de webinaire. Donc, le constat qu'on peut faire, et peut-être de manière générale, j'ai mis quelques chiffres, je ne vais pas tous les détailler, mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est les visions autour de l'IA et de l'agentique qui étaient partagées il y a quelques mois et quelques années commencent à devenir des réalités réellement. Alors évidemment, on a un certain nombre de chiffres qui indiquent que la plupart des entreprises aujourd'hui se sont intéressées à l'IA, ont commencé à mettre en place des projets. On voit que maintenant, presque la moitié des entreprises du CPG sont en train de regarder les sujets agentiques. Ce qui me permet peut-être de préciser, de définir ce qu'on entend par agentique, et je pense que c'est important parce que le reste de la présentation va être assez focus sur ce sujet-là. Globalement, l'IA, depuis un an et demi, commence à pouvoir interagir et agir dans des systèmes de manière autonome et donc est capable maintenant de plus en plus, les produits de Google, d'OpenAI vont être capables de plus en plus d'aller interagir avec des ERP, avec des CRM, ce qui permet maintenant des capacités de commerce et d'e-commerce. Ces capacités ont globalement été annoncées au début de l'année dernière. Les produits sont en train d'être développés par ces acteurs et on voit maintenant des premiers projets qui commencent à sortir. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une réalité qui commence à émerger sur le commerce agentique, qui était un concept et qui ne devient plus un concept, mais qui devient, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, une forme de révolution quand on va voir ce qui est annoncé juste après. L'autre élément, c'est CPG, c'est Consumer and Product Goods. C'est les produits de grande consommation. Désolé pour l'anglicisme. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la plupart aussi des entreprises, voyant cette arrivée de l'agentique, cette capacité beaucoup plus forte de l'IA à interagir dans les systèmes, commencent à passer un certain nombre de leur budget de l'IA générative standard à l'IA agentique et commencent à développer des agents de manière significative, des agents internes pour des employés et des agents pour des clients et des consommateurs. Et on va en parler un petit peu plus juste après. Donc voilà, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est une réalité qui commence réellement à émerger sur l'IA et l'agentique.
Alors, pour rentrer dans le détail, quelques parties. On va parler d'un hot topic que va vous présenter et qui est le sujet dont tout le monde a parlé au cours de la NRF. Et on va détailler les principaux bouleversements que ces changements vont opérer pour le consommateur et pour les retailers dans les prochains mois, les prochaines années. Et on va terminer par une petite présentation visant à indiquer quels sont les chantiers que, selon nous, et vous devriez, en tant que retailer, en tant qu'entreprise, lancer dans vos entreprises. Donc, je passe la parole à Pierrick qui va parler du hot topic de cette édition 2026. Oui, merci beaucoup Thomas pour l'introduction. Donc, bon, effectivement, qui a été un peu déjà révélé, le sujet qui est éminemment d'actualité et surtout éminemment désormais réel, c'est le commerce agentique qui était effectivement partout à cette édition du NRF. Et même dans une acception assez large, puisqu'on peut l'envisager effectivement comme des agents qui vont permettre effectivement de faire des tâches e-commerce et à qui on va pouvoir déléguer des tâches e-commerce. Mais on peut aussi l'élargir au fait que certains opérateurs de LLM, notamment OpenAI pour ne pas les nommer, vont prendre une place beaucoup plus forte dans les parcours e-commerce et vont permettre effectivement l'achat directement au sein de leur point de contact, ce qui pose des questions stratégiques assez profondes pour les retailers, à savoir, est-ce que je mets mes produits sur ce point de contact? Si oui, lesquels? Et du coup, quel devient le rôle de mes propres points de contact? Donc on a effectivement un extrait d'un tweet de Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, qui effectivement est en train de tirer son épingle du jeu et d'installer les standards sur ce sujet. Pourquoi je dis installer les standards? Puisque l'annonce très concrète et qui était sur toutes les lèvres, c'est le lancement de l'UCP, donc le Universal Commerce Protocol, qui est, alors comme dans beaucoup de sujets tech, le sujet est est-ce que les solutions peuvent se parler entre elles sans langage commun dans un monde effectivement où il y a beaucoup de compétition. C'est pas toujours le cas. Or, c'est souvent au détriment du consommateur final. Il manquait donc effectivement un protocole e-commerce universellement adopté, un MCP pour ceux qui connaissent l'acronyme et le sujet décliné pour l'e-commerce. Et c'est Google qui du coup est sorti le premier avec cet UCP qui en fait n'est rien d'autre qu'un langage commun, un cadre de travail commun entre les agents e-commerce, les plateformes et les systèmes de paiement. Tout ça pour pouvoir effectivement proposer des parcours clients agentifiés, fluides. Donc c'est quand même une révolution en tant que telle, puisque ça ouvre un champ des possibles qui est très vaste. Donc on a effectivement une très bonne interopérabilité entre les différents systèmes. On a la capacité d'aller explorer des catalogues produits de manière très puissante, j'allais dire au-delà du clic-bouton aujourd'hui qui est un petit peu la norme, où on doit scroller des pages et des pages pour ajouter des produits à un panier. Aujourd'hui, ou plutôt demain, on va plutôt s'attacher à décrire un besoin, décrire une intention et laisser, entre guillemets, la machine ou l'IA reconstituer un panier ou proposer un panier sur cette base-là. Ça, c'est ce que permet cet UCP. Il permet aussi de déléguer des tâches e-commerce à des agents, à la manière, par exemple, d'un Rufus sur Amazon, où aujourd'hui, vous pouvez dire quand ce produit-là qui m'intéresse passe sous tel prix, commande-le, achète-le. Et donc là, on a une forme de décorrélation entre l'utilisateur et l'acte d'achat, et entre l'enseigne et l'acte d'achat aussi, puisqu'on a l'intermédiation potentiellement de l'agent entre les deux. À savoir quels seront les choix stratégiques des plateformes sur la propriété de la donnée, sur le niveau de transparence ou non qu'ils auront sur les différentes étapes e-commerce. Mais en tout cas, ça va permettre effectivement de nouveaux usages qui vont très probablement par capillarité se diffuser assez rapidement auprès du grand public.
Donc ce changement et cette apparition d'un protocole, alors UCP a été annoncé par Google, il y a également Stripe, la plateforme de paiement, et Microsoft qui ont annoncé ACP, qui est Agentic Commerce Protocol, qui est, on va dire, un équivalent qui est focusé sur la partie paiement. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que l'élément majeur, je pense qu'il y a quelques années, il y a certains qui prédisaient la mort du site web, et je pense qu'on pouvait, je pense, légitimement se questionner. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer à imaginer un monde où une partie significative des transactions se passe directement sur des plateformes d'IA, ce qui pose une énorme question pour tous les retailers. Qu'on va évidemment adresser juste après, sur quelle relation avoir avec ces plateformes, comment se préparer et gérer à la fois cette opportunité et d'une certaine manière aussi cette menace en termes de perte de lien avec le consommateur. D'un point de vue consommateur, on voit deux dimensions. Il y a forcément une dimension qui est liée aux plateformes, en particulier OpenAI et Gemini, et là, le sujet qui est lié à que doivent faire les acteurs du retail, et notamment comment eux-mêmes peuvent se saisir de ce sujet en développant leurs propres agents sur leur propre écosystème. Et donc, on va parler de ces deux sujets, d'abord des plateformes, OpenAI et Gemini. Et donc là-dessus, effectivement, la révolution assez majeure, c'est la capacité qui va être de plus en plus possible dans les prochaines semaines et les prochains mois de pouvoir non seulement rechercher et de l'information sur ces plateformes, mais également de pouvoir interagir, créer des projets, en tout cas créer des projets d'intention de recherche e-commerce et réaliser une transaction avec un login directement sur en fait le site du retailer, mais directement depuis la plateforme d'IA. Et donc aujourd'hui, ces protocoles qui sont annoncés, ils indiquent pouvoir prendre en compte toutes les spécificités des retailers. Donc, quand on parle des spécificités des retailers, ça peut être des spécificités en termes de paiement, des spécificités en termes de livraison, des spécificités en termes de programme de fidélité, par exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces parcours d'achat, ils vont être significativement refondus par ces nouvelles capacités. Aujourd'hui, les données qui sont sorties montrent qu'il y a à peu près 1% du trafic des sites Internet qui proviendrait des plateformes. Alors, on partait de zéro il y a quelques temps. On voit aussi que ce trafic il est en très forte expansion. On voit aussi que Google est en train de basculer une très grande partie de son trafic sur le AI Mode, qui est un modèle conversationnel. Donc, il est probable que cette dimension, enfin en tout cas d'intention et de parcours des consommateurs se passe de plus en plus sur les plateformes et de moins en moins sur vos sites Internet. Et donc, il faut forcément s'y préparer. Autre élément qui est ressorti du coup sur ces nouvelles capacités, c'est la capacité de l'agentique et des plateformes à pouvoir créer et gérer des contextes de recherche client. Donc là, on a un exemple de Walmart qui permet, par exemple, à un consommateur qui dit qu'il veut aller pêcher ce week-end à un endroit aux États-Unis. Et donc, l'agent est capable, sur la base de l'historique client, sur la base de la météo à l'endroit où la personne va aller pêcher, de proposer des propositions de produits qui sont pertinentes et ensuite directement de pouvoir réaliser la transaction dans l'interface. Donc, on va arriver dans la capacité des agents à pouvoir réaliser des projets. Ça va être vrai sur les plateformes, sur OpenAI et Gemini. D'ailleurs, on peut considérer que ces deux acteurs vont être les deux acteurs avec lesquels il va falloir probablement travailler et discuter dans les prochains mois et les prochaines années, notamment parce que, je ne sais pas si vous l'avez également vu, mais Gemini va devenir la base technique derrière l'IA conversationnelle de Siri. Donc Gemini va devenir la base technique derrière tous les iPhones dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc ces deux plateformes clairement émergent comme les deux grands acteurs avec lesquels il va falloir échanger. Ces dimensions de projets complexes côté client et de capacité des agents à pouvoir gérer ça, c'est aussi vrai côté retailer. Et donc on voit un projet là, un exemple qui a été cité par Home Depot et Google. Home Depot qui a créé un agent permettant de guider le client de A à Z dans des projets complexes de bricolage. Home Depot, c'est l'équivalent de Brico Dépôt et de Castorama aux États-Unis. Et donc, un client sur le site Home Depot peut expliquer son projet, ingérer ses plans, potentiellement des photos de son intérieur et avoir des recommandations de produits, des recommandations de comment les installer et les disposer dans son espace. Et ensuite, avoir également la liste de produits et la transaction directe avec l'accès aux stocks locaux
et la livraison. Donc on n'est plus seulement clairement là dans l'IA qui vous aide à trouver les produits, et donc être référencé dans l'IA, c'est un sujet évidemment qu'il faut traiter, mais avoir la capacité à voir non seulement ses contenus, mais également ses produits et son interface transactionnelle dans l'IA va devenir un sujet de plus en plus majeur. Côté consommateur, autre élément qui est en train d'émerger fortement, c'est l'automatisation du service client avec les agents. Donc là, il y a eu énormément de cas qui ont été partagés. On a décidé de partager celui de Pandora avec Salesforce, qui a mis en place un agent permettant de traiter et d'automatiser beaucoup plus de conversations chat et de réduire à une portion plus congrue l'escalade à des humains. Avec des résultats positifs dans ce cas-là, avec 10 points de NPS qui ont été remontés par Pandora et Salesforce. Ce sujet d'automatisation de Customer Care, c'est un très bon sujet pour démarrer sur le sujet agentique, parce qu'il y a des problématiques de règles, il y a des problématiques de règles métiers qu'on peut assez facilement intégrer et appliquer. Et donc, c'est souvent un premier bon projet avant de se lancer dans des agents e-commerce transactionnel direct. D'ailleurs, on a, nous, en ce moment, un projet en cours. On a un des premiers projets en cours avec une des nouvelles technos de Google à ce sujet, qui est Gemini Enterprise for CX, pour une grande marque française de vêtements et d'accessoires. Donc, on est en train de produire ce projet qui devrait sortir d'ici un mois ou deux, et dont on est assez fiers. C'est un des premiers projets menés en Europe sur cette technologie d'IA pour, en tout cas, de produits de développement d'agents côté Google. Les bouleversements, ils sont non seulement côté consommateur, mais également côté retailer. Et donc, je passe la parole à Pierrick. Effectivement, côté retailer, alors on en a déjà parlé, on va dire il y a 3 grandes familles de bouleversements, même si on n'a pas fait évidemment d'exercice d'exhaustivité, parce qu'il nous faudrait un webinar d'une journée, je pense, pour couvrir l'intégralité des sujets. Le premier, c'est tout ce qu'on peut regrouper sous le e-commerce, et qu'est-ce que ça veut dire d'être un e-commerçant, notamment d'un point de vue point de contact digitaux, gestion des parcours, performance des actions marketing, gestion de l'assortiment du catalogue produit, etc. La partie opération, donc plutôt ce qui se passe, j'allais dire, sous ou en tout cas derrière les rideaux. Donc bien évidemment la supply chain et la logistique qui reste voilà, le cœur du réacteur d'un e-commerçant. On pourrait même d'ailleurs se poser la question de est-ce que certains acteurs ne vont pas, j'allais dire, simplement devenir des opérateurs logistiques et déléguer, entre guillemets, leurs interfaces clients à des LLM demain, à la manière des marketplaces. On peut légitimement se poser la question. En tout cas, ça peut être une stratégie envisageable. Et sujet qu'on n'a pas évoqué jusque-là, mais qui reste quand même important, beaucoup de retailers sont des retailers hybrides et pas des pure players. Quel est le rôle du magasin dans cette équation-là, et comment est-ce que l'IA peut changer l'expérience en magasin et modifier aussi le rôle des vendeurs en magasin. Donc quelques éléments quelques clés de réflexion sur ces différents sujets. Donc on l'a déjà évoqué, c'est un peu une synthèse, mais il y a effectivement, avec le commerce agentique et l'émergence des LLM en tant que point de contact ou canal qui change assez profondément le paradigme. Aujourd'hui, on ne vend qu'à des humains. Demain, on vendra à des humains et des agents. Donc ça pose effectivement la question de la donnée, du fait d'avoir effectivement des agents capables de répondre à d'autres agents, donc avec le bon niveau de qualité, le bon niveau de service, 24/7, avec des coûts maîtrisés. Aujourd'hui, on gère principalement des parcours, où on essaie de gérer les parcours et mettre les clients dans des parcours et d'améliorer des interfaces pour réduire, j'allais dire, la friction à chacune de ces interfaces. Demain, il faudra être capable de gérer des intentions ou des besoins. Typiquement, si je suis un retailer alimentaire, sortir je recherche des pâtes, des spaghettis, donc je vais dans la catégorie sec, je vais dans la sous-catégorie pâtes et j'ajoute des spaghettis à mon panier, mais plutôt on est une famille de 4, compose-moi mes repas et fais-moi une proposition de panier. Et ça, aujourd'hui, la technologie permet de le faire, et on peut déléguer la constitution d'un panier de manière assez pertinente, ce qui change vraiment beaucoup la donne quand on réfléchit effectivement à ces interfaces digitales et à leur rôle.
Des sujets évidemment autour du référencement et de l'acquisition. J'imagine que vous avez tous entendu parler du GEO en miroir du SEO. Le sujet est effectivement éminemment d'actualité, c'est comment est-ce que je suis visible et recommandé dans un cadre donné par un LLM. Mais demain se pose la question aussi du GEA en miroir du SIA. OpenAI ne se cache pas que les liens sponsorisés, ou en tout cas la publicité devrait apparaître sous une forme encore à définir dans leur interface. Donc ce sujet-là devient aussi un nouveau canal à gérer pour les responsables d'acquisition. Donc on le voit bien, la manière de penser pour un e-commerçant, les parcours et les points de contact digitaux et l'acquisition devient différente rapidement versus, j'allais dire, le monde d'avant. Bien sûr, pour nourrir tout ça et nourrir toutes ces actions, alors pour tous ceux qui ont mené des projets tech de quelque nature que ce soit, je pense que ce ne sera pas une nouveauté, mais du coup, ça devient extrêmement criant dès qu'on se parle d'agents, puisque dès qu'on met des agents, il y a un degré d'autonomie à mettre derrière, et donc il faut avoir, j'allais dire, en tant qu'enseigne, en tant qu'entreprise, ce niveau de confiance dans la capacité à laisser de l'autonomie à une machine de gérer des processus qui sont potentiellement assez critiques, et notamment des points de contact avec des clients ou du transactionnel. Ça veut dire qu'il faut être très solide sur ses appuis et sur ses fondamentaux, notamment autour de la data, et notamment autour, alors, d'une dimension principale de la data, qui est la data produit, qui est peut-être le premier ensemble de données à fiabiliser de manière assez forte. Tous ceux qui ont des marketplaces ou qui ont mené des projets marketplace le savent bien et savent que c'est un challenge du quotidien. Le deuxième, évidemment, ensemble de données, ce sont toutes les données clients et s'assurer qu'elles sont propres et accessibles de manière, j'allais dire, moderne, donc avec des API pour des agents qui, si dans une interaction avec un agent, vous avez un souci avec votre commande, peuvent rapidement, à travers votre numéro de téléphone, votre numéro de client, remonter à vous. Donc ce sujet-là, ce fondamental, ce socle data, il est éminemment clé pour la réussite de votre transformation agentique. Je pense que peut-être ce qu'on peut ajouter pour vous donner la pleine mesure de ce que signifie ce changement sur le commerce agentique, Shopify, donc, qui est une plateforme d'e-commerce bien connue, a annoncé l'existence prochaine d'une offre agentique first, c'est-à-dire qui permettra à potentiellement des marques de vendre directement sur des agents sans avoir de site e-commerce. Et donc, on a cette offre, je pense, qui témoigne bien du fait que c'est un nouveau canal. Ça peut être évidemment un canal, une extension de vente pour les retailers existants, mais potentiellement, on peut imaginer que demain, certaines marques ne vendent que sur les agents et n'aient même plus de site e-commerce. Si on avance d'un pas ou si on change un peu la perspective, évidemment, la NRF, c'est pas que le digital et que les points de contact digitaux, c'est aussi les fondamentaux des e-commerçants, donc toute la partie supply, assortiment, gestion des inventaires, pricing et promotion. Là-dessus, il y avait effectivement beaucoup d'entreprises présentes. On vous a mis un exemple parmi d'autres qui était assez parlant, qui est effectivement ce robot autonome de Stockbot qui permet une gestion, voilà, j'allais dire autonome des stocks. Alors, c'est pas un sujet très nouveau pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est pas forcément là qu'est la rupture, puisque de l'IA, ça existe depuis 30 ans et il y a, j'imagine, des algorithmes de machine learning dans ces machines-là depuis très longtemps et de la computer vision aussi. Mais c'était important quand même de le mentionner, puisqu'il y a encore de l'innovation effectivement sur toute cette partie gestion de la commande jusqu'au dernier kilomètre. Ce qui était important de noter, c'est que l'IA transforme aussi désormais les opérations marketing. Chose qui n'était en revanche pas le cas avant, puisque, j'allais dire, les LLM, sur leur multimodalité, c'est-à-dire texte plus image, plus voix, plus vidéo, n'étaient pas encore au niveau de permettre la pertinence, le niveau de qualité, le niveau de fiabilité et de cohérence entre les différentes actions.
Là où aujourd'hui, avec le progrès des différents modèles, et notamment ceux de Google, Nano, Banana et VO3 pour pas les citer, on a désormais la capacité d'aller produire des contenus marketing de très nombreuses natures, du SMS très court, donc du texte, jusqu'à des vidéos plus ambitieuses, de remplacer effectivement des shootings potentiellement coûteux pour des acteurs de la mode, par exemple, par de la génération IA, à l'échelle, dans des coûts qui sont raisonnables. Aujourd'hui, Thomas citait effectivement le projet service client. Le deuxième grand type de projet qu'on rencontre beaucoup, nous, et on accompagne plusieurs clients sur ce sujet-là, de factory, que ce soit de la content factory ou de la creative factory, puisque les gains potentiels sont très importants, avec un temps de delivery des campagnes très significativement réduit. On peut se dire de moins 50 à moins 80% une fois que effectivement le brief est rédigé. Une réduction des coûts assez drastique, puisque potentiellement on saute, j'allais dire, quelques étapes aujourd'hui menées par des humains. Ça, c'est pour le prisme, j'allais dire, productivité et réduction des coûts. Mais on a aussi un prisme, effectivement, d'incrément de qualité de l'expérience et de conversion, avec la capacité de démultiplier des assets créatifs de manière très, très forte, et notamment de pouvoir rentrer dans des guidelines de format, j'allais dire, intelligent d'achat média, comme Performance Max ou Dimension chez Google, et pouvoir atteindre les critères de 10-15 créatives différents pour une campagne donnée, avec le même niveau d'effort qu'avant, où j'allais dire péniblement, on arrivait à produire 1, 2, 3 créatives dans un temps donné. Donc, ça améliore de manière générale aussi l'efficacité du marketing. Et pour faire ce métier depuis 15 ans, on parle d'hyper-personnalisation. Je pense qu'on touche enfin du doigt le fait que cette hyper-personnalisation soit possible. J'en parlais aussi, le magasin physique se transforme. Alors, il y a plein de sujets autour du magasin physique, hein, du vendeur augmenté, de l'assistance et le copilote des clients avec une app ou d'autres outils en préparation de visite en magasin pour, par exemple, leur permettre de voir ou les guider pour des magasins très vastes. On aurait pu choisir de faire le focus là-dessus. On a choisi un autre focus qui sont les progrès de la computer vision, donc la capacité à transformer des flux vidéo en data, et de pouvoir du coup, comme le permet l'entreprise 22 par exemple, qui est une entreprise française, de dataifier les flux vidéo et de pouvoir faire, pour ceux qui ont fait de l'analytics et du CRO sur le digital, de répliquer la même chose dans les magasins, donc de comprendre très finement l'utilisation et l'usage des magasins par les visiteurs et se lancer dans une vraie logique d'amélioration continue des parcours et de l'efficacité des magasins. Ça permet aussi, effectivement, de manière très proactive et automatique, de détecter des temps d'attente, de déclencher la visite d'un vendeur, de détecter les ruptures d'assortiment pour limiter effectivement les dites ruptures et pouvoir maximiser le chiffre d'affaires au mètre linéaire. Donc voilà, ces opportunités-là sont en fait permises par la technologie et l'évolution, j'allais dire, fulgurante de la techno ces derniers mois. Je parlais des vendeurs augmentés. On a choisi effectivement cet exemple d'Under Armour, même s'il y avait plusieurs cas qui étaient partagés. Donc, c'était encore effectivement un cas Salesforce qui effectivement permet à chaque vendeur chez Under Armour d'avoir une assistance pendant la vente et notamment des recommandations de cross-sell en fonction des préférences émises par les clients. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est effectivement le temps gagné pour finaliser la transaction et du coup, le nombre, si on prend les horaires d'ouverture d'un magasin, il y a un nombre de passages caisse effectivement contraint dans une journée. L'idée, c'est de pouvoir accélérer et maximiser ce nombre, évidemment, et donc de pouvoir maximiser le nombre de transactions. Donc là, le chiffre donné, c'était plus 3 transactions par caisse par heure. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est, si on prend un pas de recul par rapport aux chiffres, c'est plutôt de
pouvoir très vite, notamment sur des fonctions où il y a un turnover et une force, en tout cas un nombre de personnes très significatif, dont les effectifs changent beaucoup, peuvent changer de rayon en fonction de l'affectation des plannings, les mettre très vite à un niveau moyen et d'avoir des vendeurs même débutants qui sont en fait déjà assez qualifiés pour pouvoir accompagner des clients et ne serait-ce qu'améliorer l'expérience et la qualité de l'interaction qu'ils peuvent avoir avec les visiteurs du magasin. Enfin, un petit focus effectivement sur quelques startups qui ont attiré notre attention. Donc, il y a 2 thèmes qui se détachent. Le premier, c'est la voix. Effectivement, on n'en a pas parlé ou un petit peu, mais la modalité voix, donc le fait de pouvoir interagir avec un smartphone, un site web, un ordinateur, avec la voix va se généraliser. C'est l'extension même du conversationnel. Plutôt que de prendre 30 secondes, 1 minute pour taper de longs prompts, c'est beaucoup plus simple de les dicter. Et donc, dans une logique de réduction de la friction, la voix va devenir massive dans les usages. Là où les Alexa et autres ont encore échoué parce que les cas d'usage sont limités, demain, ça va vraiment se multiplier avec les agents. Et donc là, on a 2 startups, Voicebox et Etosphere, qui travaillent sur ces dimensions voix de 2 manières différentes. L'un pour collecter de manière très, j'allais dire, légère, facile, du sentiment client en magasin et du feedback. Encore une fois, dans une logique de réduire la friction. On a tous en tête ces formulaires de satisfaction un peu fastidieux où les taux de réponse sont très faibles. Là, la promesse, c'est effectivement de pouvoir laisser un commentaire vocal et ensuite, l'intelligence, l'IA derrière, peut l'interpréter en termes d'insight, en termes d'alerting pour l'annonceur. Et ça, c'est très intéressant. On peut imaginer des bornes en magasin, effectivement, de collecte de feedback ou même du collecte de feedback par téléphone. La deuxième, c'est Etosphere, qui est plutôt dans une logique de coaching et qui capture les interactions qu'ont les vendeurs en boutique pour pouvoir les coacher sur le respect du processus de vente, leur efficacité à certaines étapes. Et donc, dans une logique, effectivement, formation continue, c'est très intéressant pour pouvoir passer à l'échelle sur des forces de vente qui seraient très larges pour certaines enseignes. Et le deuxième thème, c'est effectivement qui revient. Amazon a aussi fait des annonces à ce sujet-là. C'est le magasin autonome grâce à l'IA et la robotique, donc la combinaison du software et du hardware. Je pense qu'on verra aussi une résurgence effectivement des modèles de magasins autonomes qui aujourd'hui peinent quand même en Europe à trouver un modèle et à trouver du souffle, mais qui devrait être désormais possible dans de meilleures, j'allais dire, conditions économiques pour les enseignes, grâce au progrès, encore une fois, de la robotique et de différents domaines de l'intelligence artificielle. Merci Pierre-Éric. Et on vous propose maintenant de partager quelques règles, quelques clés entre guillemets pour appréhender tous ces changements qui sont des changements majeurs. Comment mettre en place l'IA et l'agentique dans votre entreprise. Donc on a listé 5 chantiers qui nous paraissent assez importants. Certains peut-être sont déjà mis en place chez vous. Le premier élément qui nous paraît important, c'est de bien définir les objectifs et les ambitions d'entreprise vis-à-vis de l'IA et de l'agentique. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut faire accroître les revenus? Est-ce qu'on veut augmenter la productivité? Est-ce qu'on veut être les plus innovants du marché? Est-ce qu'on veut être plus agile? Est-ce qu'on veut produire des choses plus qualitatives pour les clients? Parfois, ça peut être différents objectifs et il peut y en avoir plusieurs, mais parfois, ce qu'on constate, c'est que les initiatives IA et agentiques dans les entreprises sont un petit peu désordonnées, viennent de différentes parties de l'entreprise, et ce qui est une bonne chose, mais il faut les coordonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des sujets qui sont vraiment à cheval entre la dimension stratégie, la dimension marketing, la dimension client et la dimension technique. Et c'est la bonne capacité à faire dialoguer ces deux dimensions qui va vraiment permettre de réussir à traiter ce sujet. Et si on ne le traite pas comme un programme et comme un projet d'entreprise d'une manière ou d'une autre, ou comme un projet transversal, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Deuxième élément qui nous paraît important, c'est réaliser un diagnostic de maturité par rapport et de readiness par rapport à l'état de l'entreprise et l'état du marché, ce que peuvent permettre aujourd'hui les technologies. Et moi, j'insisterai sur un élément important qui est l'acculturation et la formation. Et en particulier, j'ai indiqué la formation continue. Pourquoi?
parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles il y a 2 mois qui deviennent possibles aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui qui seront possibles dans 2 mois. Les évolutions du marché, les évolutions technologiques sont tellement rapides qu'on ne peut même pas imaginer en fait, qu'un programme de formation one-shot où on dit on veut faire monter les gens à un niveau puisse suffire. Il faut vraiment imaginer de rentrer dans cette logique de formation continue sur ces sujets parce que, et notamment sur la partie technologique, les évolutions sont vraiment extrêmement rapides. Troisième sujet, arriver à prioriser, identifier ce qu'on a envie de changer et ensuite le mettre en œuvre dans le cadre d'une roadmap et s'assurer aussi qu'on a bien cartographié les processus et à quel point on est prêt à les remettre en cause parce que forcément, agentifier certains processus, ça signifie à la fois bien les comprendre et aussi accepter peut-être dans un certain nombre de cas de les simplifier. Ce qui, en tout cas, on le pense, a aussi, je pense, beaucoup de vertus pour le client et pour les retailers. Le quatrième chantier, je pense qu'il est valable pour tout le monde. Il est très important pour tout le monde. On l'a déjà évoqué, la question de l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de la donnée. On parle de la donnée produit beaucoup, mais on parle aussi de la donnée client. Et on a accompagné, il y a beaucoup de nos clients qui se sont lancés dans des projets de centralisation de la data dans le cloud, d'enrichissement de flux produits. D'ailleurs, cet enrichissement de flux produits se fait aussi maintenant de plus en plus avec de l'IA. Quand on a des tables produits qui sont insuffisamment précises, quand on a des descriptions de produits qui sont insuffisamment précises, beaucoup de nos clients aujourd'hui travaillent sur des problématiques d'enrichissement de leurs flux produits avec de l'IA pour alimenter des IA. Donc c'est évidemment des technologies qui influencent plusieurs parts de ces sujets. Et enfin, dernier point, c'est la mise en place d'une architecture agentique scalable. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il commence à y avoir un écosystème technologique qu'il faut savoir maîtriser autour de la création d'agents, l'orchestration d'agents et ensuite le suivi des coûts et la supervision de ces agents. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent chez nos clients sur comment s'assurer qu'on tient un discours au client qui soit pertinent, comment s'assurer que les agents ne recommandent pas des choses non pertinentes aux employés qui traitent des clients. Et s'assurer aussi que les coûts n'explosent pas et sont totalement maîtrisés. Il y a de plus en plus de technologies qu'on aide nos clients à intégrer sur toute la partie MLOps et FinOps et la supervision d'agents permettant de s'assurer qu'on contrôle ce qui se passe et qu'on circonscrit potentiellement les cas critiques pour qu'ils n'apparaissent plus dans la gestion et dans le mode de fonctionnement quotidien des agents. Voilà les principaux sujets que selon nous, vous devriez mettre en place. Et pour terminer, ce sont les sujets sur lesquels on accompagne nos clients. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'intégralité de nos offres, mais je réinsisterai sur un point. Ces problématiques et ces sujets, ils sont à cheval entre des problématiques stratégiques, des problématiques marketing, des problématiques de vente, des problématiques d'offres, des problématiques commerciales et des problématiques techniques et technologiques. Et notre conviction profonde, et là où on accompagne nos clients, c'est vraiment la capacité à pouvoir faire en sorte de mettre autour de la table, et on commence par nous-mêmes, au sein de Converteo, des profils qui comprennent les clients, qui comprennent le métier, et des profils qui sont connaisseurs des problématiques techniques et qui sont au courant des dernières innovations et qui discutent au quotidien avec Google, avec OpenAI sur ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on pourra faire demain. Et ça, en tout cas, on pense que c'est un énorme différenciateur par rapport au marché. Voilà, donc on sera ravis si jamais vous avez des questions par rapport à ça d'échanger avec vous. On a prévu une petite phase de Q&A, donc je vous laisse préparer vos questions. On vous laisse un petit moment pour rédiger vos questions dans le chat. Si vous le souhaitez, on sera ravis de prendre un petit moment pour y répondre. En attendant que vous écriviez vos questions, on vous partage un petit déjeuner IA et parcours d'achat mardi 27 janvier matin qui aura dans nos locaux dans le 12e. Alors, vous avez eu un petit avant-goût de 30 minutes aujourd'hui, mardi 27. Ce sera pendant 3 heures, beaucoup plus détaillé. Et donc, on sera ravis de vous accueillir dans nos locaux. Il y a un QR code, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, sur les questions, je ne sais pas si Pierre, tu as l'occasion de lire les questions qui étaient mises en place pendant que je parlais. Si, alors il y a 2 questions. Il y a une question de François que je lis. Donc, l'évolution envisagée de déléguer un acte d'achat à un agent présuppose d'avoir confiance dans cet agent, et en particulier dans l'impartialité de ses recommandations, ce qui n'est pas forcément évident avec Gemini, OpenAI ou autres. Comment résoudre cet enjeu ?
Je ne sais pas si tu veux la prendre, Thomas. Je pense que les questions qui vont se poser et qui se posent avec OpenAI, avec Gemini, sont les mêmes questions qui se posent aujourd'hui, finalement, sur l'e-commerce avec Amazon. Ces plateformes sont des amis. Elles peuvent être des ennemis. Elles vont créer leur écosystème, va inciter les retailers à mettre en place et à fournir de plus en plus de données au prétexte de l'amélioration des ventes. Donc, nous, notre constat par rapport à ça, c'est qu'il faut pas perdre son enthousiasme, parce que c'est un vrai changement dans les parcours des consommateurs. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Et donc, la capacité à être formé, à comprendre les modes de fonctionnement de ces plateformes, savoir ce qu'on peut en tirer, savoir où il faut faire attention, c'est un élément pour nous qui paraît important. On ne l'a pas évoqué, mais OpenAI a annoncé, ChatGPT a annoncé la création d'une plateforme publicitaire sur une de leurs offres, ChatGPT Go, qui permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités en contrepartie de publicité. De la même manière, Google va forcément étoffer très fortement son offre publicitaire sur AI Mode. Donc, il est très probable qu'il va falloir que les retailers et que toutes les entreprises puissent s'approprier ces nouvelles offres et savoir comment les adresser. Donc, c'est un sujet sur lequel nous, on aide nos clients à travailler. Mais en tout cas, voilà, on est des plateformes qui sont des amis et des ennemis en même temps. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Après, une des différences qui se pose quand même, c'est que dans la recommandation que vous fait un LLM, ChatGPT en l'occurrence, pour ne pas le nommer, vous avez l'avantage de pouvoir lui poser la question de pourquoi il vous a recommandé ces produits-là. Donc, en fait, c'est à la fois une menace, certes, et une opportunité pour un retailer, parce que la puissance du conversationnel fait qu'une fois que vous avez établi un lien de confiance qui se noue voilà, autour d'un projet, si je me projette dans un univers bricolage par exemple et que j'ai un projet de rénovation de salle de bain et que j'ai itéré avec effectivement un agent longtemps pour affiner mon projet et qui me recommande des produits, au contraire, je vais lui donner beaucoup plus de valeur et d'importance à ces recommandations que un push un peu froid comme peut l'être un Google Shopping aujourd'hui. Donc il y a quand même une face positive à cette médaille-là. Et ça, c'est valable à la fois pour effectivement ChatGPT en tant que canal, mais aussi pour les enseignes qui veulent travailler sur ces sujets-là. Et si on est un petit peu malin aussi en tant qu'enseigne, on peut pousser des produits qui sont peut-être les meilleurs produits pour l'enseigne, ceux sur lesquels on dégage le plus de marge, ceux sur lesquels on a un surstock, ceux sur lesquels qui répondent le plus effectivement aux KPI du moment. Donc il y a une vraie il y a des vraies questions très métiers sur la recommandation produit à se poser à l'aune du conversationnel qui donne effectivement, qui sort ce côté reco-produit d'un monde un peu artificiel où on a en fait les grands espaces et les grands encarts de reco qui sont parfois un peu comme un cheveu sur la soupe dans la navigation des personnes. Il faut être stratège dans la relation aux plateformes et également il faut vraiment travailler toute la partie rétention et création d'une base de données propriétaire parce que c'est aussi des éléments qui, en tout cas selon nous, ont aussi été un peu délaissés, je pense, par certains acteurs et qui sont très très importants pour arriver à générer du revenu et de la marge. Alors, il y a une autre question de Tiffen qui dit « Le e-commerce pourrait être embarqué par l'agentic shopping. Est-ce que cela couvre la partie vente et après-vente aussi, notamment le programme de feed? Ou pour l'instant, c'est uniquement l'achat et le post-achat est encore porté par les touchpoints web des marques ?» La cible, non, c'est vraiment les deux. Notamment UCP permet l'intégration d'un programme de feed. Donc, vous pouvez vous identifier au sein même de votre LLM préféré, donc de Gemini en l'occurrence, donner vos identifiants clients, que ce soit email, numéro de téléphone ou numéro client, et en fait dans la transaction est pris en compte votre statut programme de feed. Et ça effectivement c'est assez puissant parce que ça élimine malheureusement un des avantages qu'auraient pu avoir les retailers dans la relation et dans l'acte transactionnel.
Sinon, on a une question de Serge. Comment doit-on gérer le RGPD pour ces cas d'usage d'achat par LLM? La réponse courte, c'est, j'allais dire, de la même manière que les autres cas d'usage data, c'est-à-dire déjà faire la distinction de est-ce qu'il y a des PII qui sont échangées ou non, donc des informations publiques identifiantes qui sont échangées entre les plateformes. Si ce ne sont que des données produits, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, effectivement, s'il y a par contre un échange, ça veut dire effectivement avoir les contrats, s'assurer que effectivement le niveau de protection des données est adéquat au regard de ce que demandent les textes. Donc effectivement, il y a ce sujet-là à regarder, mais c'est un sujet qui est regardé de près évidemment par les plateformes américaines et qui explique notamment souvent le fait qu'une fonctionnalité déjà disponible aux US, typiquement le shopping au sein d'OpenAI, ne soit pas encore disponible en Europe, puisqu'ils sont en train de travailler la partie adéquation, j'imagine. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci en tout cas pour vos questions. Je pense que c'est en tout cas, il y a finalement toutes les questions qui se sont posées dans la relation à Google, dans la relation à Amazon ces dernières années, va se poser évidemment avec ChatGPT, avec Gemini. Donc c'est des vraies bonnes questions stratégiques et forcément des discussions qui vont avoir cours avec nos clients et chez vous. Très bien. Écoutez, a priori, on a répondu à vos questions. Merci sincèrement pour votre attention. On était très heureux de vous voir participer à ce webinaire. Vous aurez l'enregistrement vidéo qui devrait arriver dans vos boîtes assez rapidement. Ça nous permet de remercier l'équipe marketing qui a organisé ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir ces sujets, et n'hésitez pas à nous rejoindre lors du petit déjeuner du 27 janvier. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.